Et salut à tous. Et donc bienvenue pour ce talk sur streamer. Comment est-ce que ça marche, tout ça, tout ça. Alors déjà on s'excuse, on a eu 2-3 petits soucis avec YouTube. Donc on n'a pas réussi à streamer correctement. Le serveur qui reçoit les datas recevait pas les datas, et puis après on était connecté, et en fait on n'était pas connecté. Donc ça... D'où l'intérêt d'un talk. D'où l'intérêt d'un talk. En fait, ça explique juste plutôt bien comment ça marche. Ça marche mal, et il faut y aller à l'arrache pour que ça finisse par fonctionner. Donc moi, c'est Emeric. Je suis informaticien et j'aime les jeux vidéo. Et vous vous dites, mais pourquoi? Enfin, quel est le rapport avec l'histoire? En fait, c'est assez simple. J'ai commencé à streamer des jeux vidéo. Donc je suis le genre de mec qui est dans sa chambre, en l'occurrence, qui vit chez ses parents en plus, ça craint, et qui joue à des jeux vidéo, et qui dit aux autres, vas-y, regardez, je joue à des jeux vidéo. Et qui parle du coup en disant, j'ai monté 2 niveaux à StarCraft, là c'est bien. Et voilà, moi je joue pas à StarCraft en l'occurrence. J'ai même pas le niveau pour ça. Donc du coup, Twitch, en fait, c'est la plateforme de streaming sur laquelle la plupart des gens streament. Il y a d'autres concurrents, mais qui ont été créés après et qui ont surtout une moins grande communauté. C'est réservé aux jeux vidéo. Peut-être que vous l'avez connu à l'époque, ça s'appelait Justin TV, où là, on avait le droit de streamer tout et n'importe quoi. On pouvait nous streamer en train de faire de la cuisine, avec le même système, avec un chat, donc l'interaction entre le streamer et les utilisateurs qui regardent. Et du coup, moi, j'ai commencé avec ça, et c'est assez bizarre, mais ça m'a permis de passer au Hello Talk, en fait. Comme je le faisais tranquille chez moi, j'étais genre serein quand je le faisais, et du coup, j'ai appris toutes les problématiques qu'on peut avoir, les logiciels qu'on peut utiliser, tout ça. Et un jour, je suis arrivé chez Lao, et on a discuté, on a dit « Ah, ce serait marrant, on aime bien les conférences, tout ça, on est assez actifs. » Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas notre propre conférence en fait? On peut le faire, on peut parler, et en plus, je sais streamer, je l'ai déjà fait. Et on a commencé les Lao Talk. Donc, cette expérience de mec qui fait des trucs dans sa chambre bizarre, ça a en plus été utile pour les Lao Talk. Et en fait, ça m'a permis de découvrir tout ce monde que j'aurais pas fait. Parce que directement, quand tu vas parler à des gens comme ça en live dans le monde professionnel, tu dis pas, ouais, mais je m'y connais pas, donc je vais venir et je vais mettre en place une solution et tout. Tu peux pas. Donc, on est passé à autre chose. Quand on pense à du live stream, ou du live même, on se dit, ouais, bon, voilà, c'est les coulisses, il faut plein de caméras, plein de gens déjà qui traitent tous les logiciels. Il faut un fond vert, parce que c'est toujours bien, les fonds verts. Il faut une équipe technique avec du matos qui doit valoir au moins 8 000 € sur la scène, là. En fait, non, pas du tout. Il n'y a pas besoin de ça. On peut faire très bien, aussi bien, enfin, pas en qualité, parce qu'on ne stream pas en aussi grande qualité, mais on peut faire des trucs géniaux avec pas grand-chose. Donc, du coup, à LAO, on s'est dit, bon, on va y aller tranquille, on ne va pas investir dans des caméras, on ne va pas investir dans plein de choses. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que on va à la place utiliser du petit matos, des petits trucs débiles, et qui vont nous aider à streamer. Donc on va commencer un petit peu par le matos, vraiment, qui a pu coûter un petit peu. Donc ça, c'est une webcam, Logitech, 45 €, si tu veux, chez Amazon, et ça coûte rien, et ça permet de prendre le flux que vous voyez là. Donc c'est à peu près, ouais, c'est la même. C'est exactement la même caméra qui est en train de filmer. Forcément, je ne pouvais pas filmer la caméra avec la caméra. Un miroir. Avec un miroir. Bon, mais j'avais pas de miroir. Et j'avoue que transporter ce petit machin, c'était un petit peu plus rapide, un petit peu plus facile que transporter un miroir. Donc ça, c'est un des trucs. Ça permet de voir la personne qui stream. Ça permet de juste avoir beaucoup plus d'interaction avec les gens. Donc 45 €, c'est pas trop cher. Ensuite, il y a ça. Ça, c'est optionnel. C'est dans ce sens, un Live Gamer Portable. Donc c'est un truc de joueur aussi. Et ça sert à quoi? C'est un petit boîtier qui a des entrées HDMI, une sortie HDMI, des entrées son, et qui permet de capturer. Tu le branches en USB à ton ordinateur avec ce câble-là, et ça retransmet le flux sur ton ordinateur, flux que tu peux capturer. Ça va servir à quoi? Ça va servir à, quand on a un ordinateur qui sort du HDMI, à prendre
sortie du coup de l'ordinateur et la capturer dans notre logiciel. Donc, j'ai mon ordinateur qui stream, qui est en fait juste ici. On va vous le montrer. Hop. C'est un peu con, mais il est là. Donc l'ordinateur qui stream qui est ici. De toute façon, vous pouvez faire coucou à tout le monde. Salut. Donc c'est là, c'est assez facile en fait. Il n'y a rien. Et on a l'ordinateur de la personne qui est juste ici. On le branche en HDMI et ça capture. Donc ça permet à n'importe qui de venir streamer sans se poser de questions en fait, parce que du coup, il n'a pas à configurer quoi que ce soit sur son ordinateur, il n'a pas à... Et surtout, ça marche avec n'importe quelle sortie HDMI, sur le papier, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi ça ne marche pas avec n'importe quel HDMI. Et du coup, genre par exemple, vous êtes en conf, vous avez votre vidéo proj qui projette, au lieu de directement passer dans le vidéo proj, vous passez par ce petit boîtier, ça capture, et vous reprojetez ce que le mec projette. Donc les slides en bonne qualité. Ça marche plutôt bien. Y a quoi d'autre comme matos? C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et enfin, voilà. Ça, c'est complètement optionnel. Ça m'a coûté 250 €, je crois. La preuve, c'est qu'il n'est pas branché. Ça m'a coûté 250 €, c'est mon petit plaisir. Et ça me permet de streamer mes consoles, moi, personnellement, plutôt que streamer juste ce que je joue sur PC, en fait. Donc voilà. On va pouvoir repasser à la suite, Tom. Yes. On va prendre un petit exemple. Une petite société, qui va s'appeler Apple, au hasard. C'est le premier nom qui venait dans l'alphabet. Et ils veulent faire des talks aussi, parce qu'ils ont bien aimé les talks, et ils se sont dit, bon, nous on veut faire pareil, il n'y a pas de raison. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Bon, ils font 2-3 trucs, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et du coup, qu'est-ce qu'il leur faut pour faire un Hello Talk? Il leur faut un logiciel pour streamer. 2 logiciels pour streamer très connus. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs concurrents. Il y en a qui sont très spécialisés jeux vidéo, donc je ne vais pas en parler ici. Il y a Wirecast. Wirecast, c'est un peu l'usine à gaz qui te permettra de tout faire très bien. Donc vous voyez, là, il y a l'écran de diffusion. Et là, il y a l'écran le prochain qui va être diffusé, en fait. Donc du coup, déjà, vous pouvez voir ce qui va se passer et ce que vous prévoyez qui se passe. Vous pouvez sélectionner parmi les différentes sources que vous voulez afficher ensuite. Il y a des transitions. C'est un peu le café, il fait tout. Le petit problème, en fait, c'est qu'il est payant. Il va coûter genre 600 $, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas négligeable. Et quand on commence à faire des talks, pour Apple, qui n'a pas beaucoup d'argent, du coup, il faut trouver une autre solution. 600 $, pour tester de faire des talks, c'est pas la bonne solution. Du coup, on utilise quoi? On utilise Open Broadcaster Software, OBS pour les intimes, qui est beaucoup plus rudimentaire. Comme vous le voyez, déjà, il n'y a pas la prévisualisation de ce qui va se passer ensuite. L'interface est quand même vachement moins sexy, je pense qu'on peut le dire. Je ne sais pas s'il y a des UI designers dans la salle, mais c'est pas quand même la même qualité, quoi. On sent que c'est un peu moins léché. C'est efficace. C'est efficace. Quand on clique sur les boutons, on se rend compte que c'est même pas efficace. Mais il y a un gros avantage à ce machin, c'est que c'est open source et gratuit. Donc du coup, en fait, vous êtes n'importe qui, le petit mec dans sa chambre qui joue aux jeux vidéo, vous pouvez utiliser ce logiciel. Et rien que ça, c'est pas négligeable. Ensuite, il permet vraiment de faire beaucoup de choses, il est très optimisé. Donc même si vous avez une machine qui n'est pas follement puissante, vous pouvez utiliser Open Broadcaster Software. Donc c'est vraiment très intéressant pour ça. Le petit souci, c'est que il y a plein de choses qu'il ne permet pas de faire. Par exemple, gérer les transitions, les animations dans les transitions. Par exemple, à la télé, quand vous voyez afficher le nom du journaliste en bas, c'est quelque chose qui est animé, c'est quelque chose qui est rajouté par-dessus, donc il y a besoin d'une animation pour ça. Là, c'est impossible dans ce logiciel de faire ce genre d'animation pour les transitions. Parce qu'en fait, la seule chose que vous pouvez faire, c'est créer des différents éléments et les afficher ou ne pas les afficher. Donc voilà. Je vous en parle un tout petit peu après, enfin beaucoup plus après, parce qu'en fait, je vais faire la
démonstration live de qu'est-ce qu'on peut faire avec sur ce logiciel. Voilà, ça permet de faire des trucs moches, hein. Si vous avez des images et des idées un peu bizarres avec des bonhommes bizarres, vous pouvez y aller. Donc là maintenant, on va passer à la démo. Donc je vais juste rapidement montrer les différentes fonctionnalités d'OBS pour voir ce qu'il est possible de faire, quelles sont les limites, quelles sont les différentes choses qu'il est possible de régler. Voilà. C'est pas dans ce sens. C'est dans ce sens. Du coup, ça, c'est OBS. Alors, petite précision, j'utilise OBS pour Mac, parce que vous voyez que ça, c'est un Mac. Mais il est vachement moins avancé que OBS pour Windows. Donc, la petite société Apple, ce qu'elle va devoir faire pour pouvoir réussir à streamer correctement, c'est acheter un PC Windows. C'est pas trop grave, hein. C'est pas ce qu'ils font dans la vie. Et c'est pour ça que, ce que vous avez vu dans le setup, on a un PC Windows parce que il y a plein de... En fait, le logiciel a été fait au départ uniquement pour Windows. Et là, ils sont en train de le refondre, mais il y a plein de fonctionnalités qui manquent. Par exemple, on ne peut pas capturer des portions de fenêtres, on peut pas... Voilà. Donc c'est assez embêtant. Mais pour la démo, je vous montre un peu le logiciel pour Mac. Donc déjà, vous voyez un truc assez simple. Il y a un système de scène. Vous voyez pas ma souris, c'est pas trop grave. Le système de scène ici, qu'on peut changer. Et le système de source à l'intérieur. Donc une scène, c'est quand on change typiquement ce que vous avez vu dans le live entre moi qui suis en gros au milieu et moi qui suis en petit en bas à droite, c'est deux scènes différentes. Ça permet en fait de gérer différents types d'affichage. Genre si tu fais deux émissions, bah, tu as deux scènes. À l'intérieur des scènes, tu peux mettre différents éléments. Par exemple, tu peux mettre du texte. Genre streamer en 2015, easy peasy, parce que oui, ça se prononce easy peasy. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur ce texte? On va pouvoir le positionner là où on veut. On va pouvoir juste dire quel est le contenu du texte. On peut lire des fichiers, ce qui peut être pratique pour faire quelques automatismes. Genre par exemple, je sais pas, moi, vous avez vous voulez afficher un chat qui est redirigé dans un fichier sur votre ordinateur, bah vous pouvez, parce qu'il est relu en live, etc. Vous voulez afficher un compteur de soupe qu'on vous a donné, bah, ça peut être marqué dans un fichier. Voilà. Vous pouvez changer 2-3 couleurs, tout ça. Et là, pareil, il y a quelques éléments qui manquent par rapport à la version Windows. Par exemple, on ne peut pas afficher de contours sur le texte, donc c'est assez limité. Après, pour vous dire, là, la version que j'ai, donc la 0.8.3 que j'ai téléchargée, elle a été faite il y a 5 jours. La 0.8.1 a été faite il y a 20 jours. Donc c'est vraiment un développement très très actif. Donc ça s'améliore souvent, très souvent. Donc voilà, on peut s'amuser à rajouter une ombre. Comme ça, c'est moche. On peut changer la couleur. Comme ça. Comme ça se voit pas parce que je n'ai pas changé la bonne couleur. Donc voilà. Donc concrètement, comment ça se passe quand tu composes une scène? Tu vas utiliser différents éléments. Là, on a deux éléments texte et un élément qu'on a appelé background en bas et qui est cette image. Si je fais passer le background au-dessus, bah, on ne voit plus le texte, c'est assez classique. Donc, c'est simple à utiliser, c'est simple à comprendre tout ce qu'on peut faire avec. Par contre, c'est juste pas ergonomique. On ne peut pas déplacer les éléments comme ça. Voilà, bah non, j'ai cliqué sur background, mais non, ça ne déplace pas. Donc, il y a pas mal de petits inconvénients quand même à utiliser ce logiciel. Il faut apprendre un petit peu à l'utiliser correctement. Là, pareil, on peut changer l'image, on peut dire je redimensionne mon machin, comme ça on a un petit background complètement moche. Et voilà. On peut switcher de scène directement, histoire de voir un petit peu plus de fonctionnalités. Donc là déjà on voit quoi? On voit qu'il y a le micro intégré. Si je voulais capturer le micro, il me suffit de l'activer. On voit que je parle, à chaque fois que je parle, ça augmente la petite flèche, enfin le petit curseur vert, puis voilà. Il y a la webcam. Donc la webcam, c'est la webcam de mon Mac. Donc voilà, si vous avez une webcam, n'importe laquelle, donc USB, n'importe quoi, vous pouvez la capturer. Ça fonctionne avec beaucoup de choses. Et ensuite l'overlay, donc qui est la manière un petit peu de faire des choses un peu plus professionnellement. Parce que quand vous voyez du coup les Lao Talk, vous vous dites ouais mais du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il découpe l'image qu'on voit à l'intérieur, là, à l'intérieur du layout, ça se compose comment? Il y a un truc qui bouge à l'intérieur. C'est simplement un PNG avec un trou au milieu.
Le fond, il est noir, là, vous le voyez. Mais du coup, vous laissez le trou pour laisser voir ce qu'il y a derrière. Comme ça, vous mettez l'image que vous voulez derrière et ça donne l'impression que ce soit composé avec une partie vidéo et la partie image qui est fixe. On peut composer énormément de choses. Il y a un système de transparence par point. Donc, par exemple, si vous avez votre webcam qui filme du vert, que vous dites, je veux que ce soit transparent sur du vert, à ce moment-là, automatiquement, enfin, c'est calculé, mais du coup, il va rendre transparent tous les pixels qui sont verts de l'image, et donc, vous allez avoir l'affichage de la webcam qui est transparent. Si vous êtes devant, vous qui n'êtes pas habillé en vert, vous vous mettez, ça vous fait un fond vert. Donc, vous pouvez commencer à streamer comme un vrai pro, présenter la météo comme on le ferait, ou tout plein de trucs. Donc voilà, sachant que pour des talks, il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin de beaucoup d'artifices. Ça peut rajouter de l'intérêt. Genre par exemple, quand on avait eu le talk sur la fusion nucléaire, on aurait pu rajouter en incrustation une vidéo d'explosion nucléaire à la fin, pour dire, voilà, on peut faire des trucs cool, mais l'intérêt est assez minime. Avec ça, on peut à peu près tout faire. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'il y a des éléments simples, et qu'il faut arriver à être assez ingénieux pour combiner ces éléments simples pour arriver à faire tout ce qu'il faut. On va voir un tout petit peu les paramètres qui sont disponibles. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Automatiquement, il vous fournit une liste de sites sur lesquels on peut streamer. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez faire votre... Ouais, je pense. Non, même pas. Ah si, on peut faire un serveur de streaming personnalisé. Donc si vous avez une URL personnalisée, en général, tous les services, genre YouTube, vous fournissent une URL et une clé de stream. Donc ça va être l'authentification en quelque sorte qui va dire cet ordinateur a le droit d'envoyer les données sur ce serveur qui lui à son tour va les retransmettre à ses utilisateurs. Et du coup, si jamais votre service n'est pas dedans, genre Dailymotion, bah si Dailymotion il est dedans, genre un service qui n'est pas dedans, je sais pas, j'en connais pas beaucoup, vous pouvez le rajouter simplement à la main. Par contre, il y a aussi les presets. Donc là, sur YouTube, on dit j'utilise le primary YouTube Ingest Server, qui est le truc qui plantait tout à l'heure. Mais du coup, Thomas a eu l'excellente idée de dire bon, on va utiliser le backup YouTube Ingest Server. Et effectivement, il marchait. Donc voilà, c'est assez simple à utiliser au final, parce que bah, voilà, je suis sur Dailymotion, ils me fournissent ma clé chez Dailymotion, je la rentre là, je la colle, voilà, et puis c'est bon, je peux streamer directement. Donc c'est vraiment super simple de diffuser. Le plus dur finalement, c'est de choisir le service de streaming qui va correspondre à vos attentes. Parce qu'il y a différentes caractéristiques des services de streaming. Par exemple, YouTube a un délai de 40 secondes. Ça veut dire que le temps que j'envoie la vidéo, vous la recevez 40 secondes après. Si vous faites du jeu vidéo et que vous discutez avec les gens, du coup, 40 secondes, c'est vraiment énorme. Twitch a un délai d'une quinzaine de secondes à peu près pour envoyer la vidéo. Donc du coup, le temps que vous l'envoyez et que Twitch la retransmette, il se passe 15 secondes. Pour une discussion où quelqu'un vous dit comment tu vas, le fait de ne pas avoir à attendre 40 secondes mais 15 secondes, c'est beaucoup plus intéressant. C'est en partie pour ça que Twitch a été beaucoup utilisé pour le jeu vidéo et pas Dailymotion. Hitbox.tv, par exemple, qui est un service concurrent de Twitch, c'est réservé aux jeux vidéo, qui est un service concurrent de Twitch, a un délai d'environ 4 secondes. C'est le seul avantage concurrentiel qu'il a sur Twitch. C'est que du coup, quand tu discutes, tu es presque en temps réel. Parce que 4 secondes, c'est vraiment bon. Donc voilà. Au niveau des configurations, bah forcément, on peut enregistrer directement vers un fichier. Ça permet de sauvegarder sa vidéo. Donc là, petit hic en quelque sorte, c'est que les différentes sources qu'on a à l'intérieur, donc là je recapture ma vidéo à l'intérieur, vous le voyez, ne sont pas mises dans des fichiers différents. C'est-à-dire que si vous voulez réexploiter les sources que vous avez prises avec votre webcam, par exemple, il va falloir d'une manière ou d'une autre redécouper ou re-enregistrer juste la webcam à un autre moment, à un autre endroit et d'une manière un peu différente parce que le logiciel ne le gère pas directement. Souvent, pour les Lautalk par exemple, on a juste besoin du total parce qu'il n'y a pas besoin de reprendre juste le slide, juste la caméra, etc. 2-3 configurations audio qui sont complètement inintéressantes. Et voilà. Après, ça, faut bidouiller. On peut bidouiller. Sur la vidéo, il y a donc la résolution à laquelle vous streamez et du coup l'encodage.
Donc là, si vous ne connaissez pas trop, il suffit d'aller lire un petit peu n'importe quel tuto, voire d'utiliser les configurations par défaut. Pour les FPS, ben, vous savez ce que c'est, plus il y en a, plus c'est lisse, donc plus c'est facile plus c'est aisément regardable, mais par contre, ça demande plus de bande passante. Et donc là, c'est un des derniers points qu'il faut prendre en compte quand vous streamez, si vous faites une connexion internet en fait. Et pas n'importe laquelle. Genre là, par exemple, je stream à 4 mégas à seconde. Il me faut au moins du 4 mégas à seconde en upload sur ma connexion internet. C'est pas forcément donné à tout le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui maudissent les fournisseurs d'accès internet qui donnent pas beaucoup parce que bah, du coup, ils ne peuvent pas diffuser leur partie. Et c'est triste. Donc voilà, la chose à retenir, finalement, c'est tant que ça s'affiche sur votre ordinateur, tu peux le streamer. Donc si tu arrives à capturer la sortie de ta télé et à la faire s'afficher sur ton ordinateur, tu peux le streamer. Si tu arrives à capturer un appareil photo qui prendrait une vidéo avec un live, je ne sais pas, tu peux le streamer. Si tu arrives à afficher une vidéo YouTube dans ta page, tu peux la restreamer, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, c'est assez succinct, mais ça évite trop d'informations. Si tu as des questions, si tu as... Beaucoup de questions. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Il y a Pascal qui demandait un peu est-ce qu'il y a des specs à respecter pour l'ordi qui doit streamer, donc tu en avais parlé rapidement. Il n'y a pas de spec précise parce qu'en fait ça va dépendre énormément de ce que tu streames. J'imagine que c'est des specs au niveau performance. Ouais, j'imagine. Il n'y a pas de specs précise. Ça va dépendre vraiment de ce que tu streames parce qu'en fait c'est ton ordinateur qui fait le boulot de recalculer l'image qu'il doit envoyer. Donc ça veut dire que ton processeur et un petit peu ta carte graphique doivent être là pour supporter la problématique. Par exemple, si vous voyez que je suis sur cette scène, mon CPU il prend 9,6%. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, vous ne le voyez pas. Il ne le voit pas sur l'écran. Bon, mon CPU prend 9,6%. Si je passe sur une autre scène, il va prendre 5%. Parce qu'il a beaucoup moins de boulot, parce qu'il n'a pas la webcam à traiter, parce qu'il n'a pas une capture d'écran qui serait à côté, ou ce genre de choses. Donc ça dépend vraiment de ce que vous streamez. Si vous utilisez le petit boîtier AverMedia, là, c'est votre ordinateur qui va devoir décompresser ce que l'AverMedia lui fournit. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez assez de puissance sur l'ordinateur pour décompresser tout ce qui est fourni en temps réel, pour le donner à votre OBS, pour que OBS réencode la vidéo et qu'il la rediffuse. Ça peut demander pas mal de puissance. En général, c'est à part quelques petites problématiques du genre les MacBook Air qui n'ont pas un proc très puissant. Sinon, c'est rare d'avoir des ordinateurs qui ne sont pas assez puissants pour streamer. Vous aurez plus de problèmes avec la connexion Internet qu'avec les ordinateurs. Et si vous voulez streamer du jeu vidéo, là, effectivement, il faut un ordinateur puissant parce qu'il faut qu'il calcule le jeu et en même temps le fait de le streamer. Ça peut être assez lourd. Ensuite, il y a Kenny qui parle d'utiliser Hangout de Google, j'imagine, ouais. pour faire du stream. Ouais. C'est possible? De quelle manière? C'est possible. En fait, donc, Hangout te permet de diffuser ta vidéo directement sur YouTube. Parce que forcément, Google, YouTube, tout ça. Et en fait, tu as une option qui permet de diffuser ce qui est capté dans ta room Hangout. Donc c'est juste au niveau de la vidéo, hein. C'est la composition, il me semble, des vidéos des différentes webcams de tous les utilisateurs, plus le son. Et du coup, en fait, ça va retransmettre ce qui se passe dans le Hangout sur YouTube et le diffuser en live. Là, vous n'avez rien besoin, en fait, parce que c'est les serveurs Google qui se chargent d'enregistrer le Hangout, donc ça passe tout par là-bas, et de le rediffuser sur YouTube. C'est une manière assez simple de le faire. Ça fonctionne bien si vous ne voulez pas avoir si vous ne voulez pas vous embêter déjà avec un logiciel en plus, parce qu'il vous suffit d'utiliser Hangout, et si vous n'avez pas de montage particulier à faire. Parce que du coup, vous ne choisissez pas vraiment le type d'affichage que vous avez. Je ne pense pas qu'on puisse rajouter une image d'overlay avec un trou au milieu, avec la tête du spectateur, du speaker, pardon. Donc c'est très limité au niveau performance. Non, Kenny qui rajoute qu'il y a
il lui semble qu'il y a un avantage d'Hangout, c'est qu'il n'y aurait pas ce délai de 40 secondes en fait. Ah, peut-être. Faut voir. Je sais pas, j'ai pas testé la diffusion avec Hangout au niveau parce que je pense qu'il y a des limites, mais voilà. Petite problématique qu'on peut avoir, parce qu'il y a des gens qui aimeraient restreamer des conférences. Donc j'avais vu un petit peu avec Lafulplion pour restreamer les conférences qu'il faisait à Epitech à l'école. Et en fait, on avait des problèmes de capture de son. Parce que du coup, là, actuellement, on est dans un lieu qui est plutôt silencieux, où les gens sont plutôt silencieux. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on capture le son avec le micro intégré à l'ordinateur, donc le micro webcam. C'est pas de bonne qualité, d'ailleurs, ça vous casse peut-être un petit peu les oreilles, mais en même temps, ça permet du coup de capturer à la fois les gens qui posent les questions, genre Thomas qui vient de me reposer la question, de capturer ce que je dis, et ça sans m'embêter à tenir un micro. Parce que c'est beaucoup moins agréable quand je dois tenir un micro comme ça. Donc voilà. Après, on peut clairement utiliser des micro-cravates, on peut utiliser plein de choses. Le problème, c'est qu'il faut toujours que ça rentre dans votre ordinateur. Si vous utilisez un micro-salle plus un micro-cravate, ça veut dire qu'il faut que votre ordinateur ait 2 prises jack en input. Ou une table de mixage. Mais du coup, si vous prenez la table de mixage, ça veut dire que le logiciel de stream ne peut pas directement faire la différence entre les deux inputs, et du coup, c'est une personne en plus qui a la table de mixage, qui doit la régler, etc. Et on est plus proche du boulot d'ingé son qu'autre chose, et du coup, ça devient un peu plus dur, et ça demande un peu plus de compétences. Par contre, c'est un des gros trucs qu'il faut, je pense, avec le stream, c'est oser mettre les mains dans le cambouis, quoi. Genre, quand j'ai acheté ce machin, j'étais pas sûr que ça fonctionnerait. Et du coup, je me suis dit, allez, on le fait, ça peut que m'être utile. Je sais pas si ça m'a beaucoup été utile, mais ça peut que m'être utile. Et du coup, on va tenter, on va trouver nous-mêmes les câbles qu'il faut pour que ça fonctionne. J'ai un exemple au niveau capture de console. Donc, ce machin-là, il a une entrée pour les PlayStation 3, si je ne m'abuse, qui encrypte de l'HDMI. Donc oui, c'était une des problématiques, je vous l'ai évoqué tout à l'heure et j'ai complètement zappé. Les Mac, donc vous ne pouvez pas capturer la sortie HDMI des Mac. C'est pas possible parce que Apple a décidé d'encrypter en HDCP toutes les sorties vidéo HDMI du Mac. Le but, c'est de protéger iTunes pour pas qu'on puisse encoder des vidéos de trop haute qualité trop facilement. Donc tu peux pas regarder une vidéo sur YouTube et la restreamer quelque part. Ça marche pas. Donc faut faire attention. Le HDCP, c'est un petit peu la galère. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de capturer du HDMI parce qu'en fait, il y a tout un cycle de protection où on dit le matériel n'est pas HDCP, donc on peut refuser la sortie vers du truc qui n'est pas HDCP. Et pour que ce soit HDCP compliant, il faut que du coup ce soit validé par un constructeur, tout ça. Donc ça c'est un peu compliqué, mais il faut faire attention à ce genre de choses. Donc mon PC Windows, je peux capturer la sortie HDMI sans aucun souci. Ce petit Mac, même s'il n'a pas de sortie HDMI lui, mais bon, si je lui faisais sortir en HDMI, je ne pourrais pas la capturer. Et du coup, la PlayStation 3, c'est exactement pareil, ils ont de l'HDMI encrypté. Donc votre télé est compatible, par contre on n'a pas le droit de le capturer, donc ce petit machin qui capture et qui est vendu, ils ne vont pas prendre le risque de s'autoriser à capturer des choses qui ne sont pas capturables, sinon c'est procès, tout ça. Donc du coup, tu as une sortie YQV, qui est un câble qu'on ne trouve pas trop en France. Nous, on avait plutôt du RCA, donc qui était le câble avec une fiche rouge, une fiche blanche qui représentait le son, et la fiche jaune pour la vidéo. Et du coup, nous, on avait plus ça. Et au moment, moi, de vouloir capturer, c'était quoi? Ma Super Nintendo. Et ben, je me suis dit, ok, je fais comment pour adapter ça? Et en fait, du coup, j'ai dû juste trouver les câbles qui convertissent le RCA de ma Super Nintendo vers du YQV pour pouvoir capturer mon machin. C'est un adaptateur parce que c'est du actif, du coup, c'est pas le même type de signal, mais voilà. Donc, si vous êtes un peu bidouilleur, en fait, vous pouvez vraiment tout faire. Et niveau son, c'est pareil. Si vous avez 2 micros, il faut que vous trouviez vous-même l'assemblage pour que ça puisse rentrer en un seul input dans votre ordinateur. Donc c'est du bidouillage, alors n'hésitez pas à bidouiller, ça peut faire des trucs cool, j'espère que vous appréciez tous les talks chaque semaine quand on les fait. Et moi je vous encourage vraiment à produire ce genre de contenu, c'est pas difficile. Ça peut être utile pour plein de gens. Et c'est pas si inabordable que ça, rien qu'au niveau prix, c'est complètement dans les cordes de tout le monde.
Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. D'autres remarques peut-être? Et ben du coup, on va se retrouver la semaine prochaine pour un super Hello Talk. Alors, je dois nominer Camille pour son talk sur les couleurs. Et en même temps, en tant que présentateur des Hello Talk, je vous annonce que la semaine prochaine, il y aura Camille sur les couleurs. Donc c'est la nominaison express. J'espère que vous apprécierez. C'est vraiment, je pense que ça va être un excellent talk. Je vous conseille vraiment de venir. Je mets pas la pression, hein, mais ça va être vraiment énorme. Donc c'est, pour pas trop vous spoiler, comment est-ce que quand on est dev, genre comme moi, on peut comprendre les couleurs et comment ça marche. Et du coup, comment est-ce qu'on peut finir par réussir à les utiliser et pas juste faire des interfaces dégueu avec du rouge. Je pense que c'est un moyen de devenir copain avec les designers. Pas trop de spoil, s'il vous plaît. Je veille à ce qu'on ne spoile pas. Donc voilà, du coup, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 13 h sans doute. Désolé pour le petit retard qu'il y a eu aujourd'hui. Et sur ce, ben, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!